Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Taxer les mouillages dans les aires marines protégées, c'est bon pour l'écosystème sous-marin, moins pour le portefeuille des plaisanciers. Si cet amendement voté à l'Assemblée nationale ne concerne pas pour l'instant le littoral breton, il fait tout de même des vagues auprès des plaisanciers finistériens. François Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur adjoint de l'Agence des aires marines protégées. Il vous paraît normal, vous, que les mouillages soient réglementés d'une façon ou d'une autre dans les aires marines protégées, en quelques mots ? Réglementé, organisé, concerté, je pense qu'il y a beaucoup d'approches et celle de la redevance est vraiment exceptionnelle. François Arbello, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Nautisme en Finistère et aussi de Brest Événements Nautiques. Alors du côté des plaisanciers, ça grince des dents. Oui, c'est certain. Bon, dans le Finistère, on a 27 000 bateaux de plaisance et une pratique assez populaire qui est très développée avec des bateaux souvent de petite taille. Et c'est vrai que si ce type de mesures devait arriver sur notre littoral, ça poserait beaucoup de problèmes. On en parle tout à l'heure dans un instant. En plateau également, notre athlète Ludovic Jean. Bonjour. Salut Pauline. Et comme chaque lundi, vous revenez sur l'actu sportive du week-end. Oui, et avec moi, on restera sur la terre ferme et notamment du côté de Quimper avec du tennis, la victoire de Benoît Paire en finale de l'Open, du basket avec du Jap qui conserve ses espoirs de maintien et puis enfin du volley avec les Quimpéroises qui ont réalisé une belle opération dans l'optique d'accéder au plus haut niveau. Mais ce sera tout à l'heure dans l'instant sport. Et tout de suite, on démarre avec un point sur l'actualité de ce lundi 9 mars. Et les agriculteurs toujours mobilisés. Les producteurs de porc ont mené une opération coup de poing dans la nuit de dimanche à lundi. Après avoir vidé un premier camion à Brémélis, comme on le voit sur ces images, ils se sont rendus à Lampol-Guimillot. La soixantaine de producteurs présents a mis le feu à un camion espagnol transportant de la viande de porc. Pour exprimer le mal-être dans les campagnes, les agriculteurs ont également prévu une manifestation mardi matin à Quimper. Et la ville a d'ailleurs pris les devants en interdisant le stationnement dans le centre et la préfecture est quant à elle fermée toute la journée. Grogne aussi du côté des étudiants en médecine. Ils étaient une centaine à Brest ce lundi midi pour protester contre la réforme de santé. On écoute l'un d'eux au micro de Margot Durand. On est contre le projet en état actuel, mais c'est surtout contre certaines mesures. On est contre, on va dire, l'hyper-pouvoir de l'ARS. C'est elles qui décideront donc comment va exercer le médecin, quel va être le prix de la consultation. Là, ils vont faire une convention régionale, non plus une convention nationale comme actuellement. Ce serait le pouvoir de l'ARS dans la formation aussi qui est assez contraignante. Aussi la mise sous tutelle de la santé par les mutuelles de santé. Alors, en fait, ce serait les mutuelles qui en fait contrôlerait un peu le système de santé. Et comme chaque jour dans l'Instant T, on découvre l'un des partis en lice pour les élections départementales. Après l'effervescence du mouvement des bonnets rouges, leurs fondateurs veulent transformer l'essai. Représentants de Nous te ferons Bretagne, Christian Troidec et Corinne Nicole souhaitent convaincre lors des départementales des 22 et 29 mars prochains. Sillonne, le canton de Carré, Gwenaëlle Fleur et Camille Pochet ont suivi leur porte-à-porte à Plonévé-du-Fou. Oui, tout à fait. Faire connaître les propositions pour la région, quoi. Et pour le département surtout. Voilà. Nous te ferons Bretagne est en campagne. Cette campagne pour les départementales, Christian Troadec et Corinne Nicole la mènent dans le canton de Carhaix-Plouguer qu'ils connaissent bien. Une priorité dans le programme de ces fondateurs du mouvement des bonnets rouges, maintenir l'emploi en Centre-Bretagne. On souhaite la création d'une agence de développement économique pour le Finistère. Alors moi j'étais dans la majorité départementale loyale jusqu'au bout, mais en même temps j'ai fait aussi entendre notre voix, la voix de Nous te ferons Bretagne régulièrement pour justement aller plus loin dans le développement de l'économie, de l'emploi sur le Finistère. Il y a ici des possibilités énormes, développement des énergies marines. En Écosse, c'est 130 000 emplois qui ont été créés dans les énergies marines. Ici, on est au DBA encore au début de cette filière. L'emploi reste la priorité, vivre, décider et travailler. C'est la guerre des nerfs. C'est clair que s'il n'y a pas d'emploi dans nos petites communes rurales, on ne pourra pas persévérer dans l'amélioration des conditions de vie. C'est d'abord l'emploi.
Créé en 2010, Nous te ferons Bretagne veut propager les valeurs qui ont rassemblé les bonnets rouges tout en faisant barrage au Front National. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'avant tout, le mouvement des bonnets rouges n'était pas un mouvement politique. C'est un rassemblement d'idées. On est, nous, dans la politique, mais pas la politique de parti. Donc, il faut que le temps émerge. Il faut faire sauter des clivages, surtout. Je pense qu'avant toute chose, c'est très, très, très important. Les Bretons se sont retrouvés dans le mouvement. On espère qu'ils vont se retrouver à nouveau sur la liste pour les élections. Et nous, on veut être là pour proposer vraiment des solutions à la population et on veut être l'antidote au Front National. Le Front National, c'est Paris, ce sont des Jacobins, ils n'aiment pas la culture, ils n'aiment pas la langue. Voilà, le Front National n'aime pas les Bretons. Si cette année, le parti ne présente des listes que dans 5 des 27 cantons que compte le Finistère, pour le moment, dans celui de Carhaix-Plouguer, les candidats de Nous te ferons Bretagne font partie des favoris. Voilà, et à noter que les autres partis présents dans le canton de Carhaix sont le FN, un binôme Front de Gauche NPA, un binôme UMP Alliance pour le Finistère et le PS. Le pâté Enaf a 100 ans cette année. Si la recette reste secrète, le succès, lui, est toujours au rendez-vous. Une notoriété que compte bien conserver l'entreprise de Pouldreuzic. Le reportage de Frédéric Lorenzon. Du porc breton élevé à moins de 100 km de l'usine, les bons morceaux et la fameuse petite boîte bleue avec à l'intérieur la même recette depuis 100 ans, c'est la magie du pâté Enaf. L'entreprise, fondée par Jean Enaf à Pouldreuzic en 1907, fête cette année les 100 ans de la fameuse recette. Même si les dirigeants gardent la liste des ingrédients secrète, en revanche, ils ont leur petite idée sur la recette du succès. La recette, évidemment, n'a pas changé, mais qu'il soit encore là, qu'il fasse encore une bonne part significative de l'activité d'une entreprise. C'est assez atypique et donc on est assez fiers de fêter les 100 ans. Cette durée, elle vient très probablement de notre constance. Voilà. Donc, constance dans la qualité, constance dans le fait qu'on essaye de faire en sorte que le produit soit le plus vrai possible. Aujourd'hui, l'entreprise de Pouldreuzic écoule 35 millions de boîtes de pâté par an. Avec 227 salariés, dans le secteur, ce n'est pas un poids lourd, mais en revanche, le produit a une image de champion et même son fan club. Dans les parties de pêche en mer avec mon père, c'était à l'heure du casse-croûte, c'était la boîte de pâté Enaf. Donc forcément, ça te marque à vie, un truc comme ça. Donc tu l'embarques sur ton bateau et quand tu ouvres, 40 ans après, tu ouvres ta boîte de pâté Enaf, pouf, t'as une vie de souvenirs qui s'ouvre là-dedans, c'est obligatoire. Je défends les produits frais. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais j'aime beaucoup le pâté Enaf. Alors c'est vrai qu'au restaurant, je ne cuisine pas le pâté Enaf parce que justement je cuisine des produits frais, des produits bruts. Donc en fait c'est un pâté qui ne se défait pas quand on cuisine. Fort de sa notoriété, le plus célèbre pâté breton veut transformer l'essai et profiter de l'anniversaire pour renforcer la communauté de ses fans. Ultime cadeau, un voyage de rêve à gagner pour celui qui aura fait goûter le plus de pâté Enaf à ses amis. Voilà, donc c'est à la fois un clin d'œil et un jeu, mais on souhaitait rester dans le cercle des amis, dans le cercle de la famille, de la découverte ensemble, pour passer d'abord un bon moment. La fête d'anniversaire des 100 ans de la recette du pâté aura lieu à Pouldreuzic le 23 août avec la traditionnelle pâté party. Et du pâté, on passe au dessert avec le 3e concours amateur du meilleur gâteau breton qui se déroulait ce dimanche à Pleumeur, dans le Morbihan. 7 finalistes se sont confrontés au jury, présidé par Nathalie Beauvais, chef à Lorient. Et le gagnant est un Finistérien, c'est Alain Baudin de Banalec. Alors, qu'est-ce qui fait un bon gâteau breton? On l'écoute, suivi de Nathalie Beauvais au micro de Xavier Patrijon. En fait, c'est la recette de base avec de la farine tout à fait normale, du sucre, des œufs, et puis un tout petit peu de sucre vanillé. Mais sinon, c'est avec ça qu'on fait le gâteau breton. Et puis je pense que c'est peut-être la façon de pétrir la pâte et puis peut-être la température de cuisson. On n'a pas tous le même jugement, c'est pour ça qu'on est plusieurs dans le jury. Mais moi j'aime bien sentir le bon beurre, j'aime bien à la fois le côté moelleux intérieur du gâteau et le côté un petit peu croquant sur l'extérieur, bien doré, plutôt cuit. Alors ces petites rayures aussi à la surface, un peu granuleux, voilà, tout ça, moi c'est mes critères de sélection.
Voilà, et les plaisanciers se sont énervés dernièrement sur les réseaux sociaux, en particulier, s'indignant contre une taxe qui vise les mouillages sauvages. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est par exemple lorsque on met l'ancre en bateau devant une petite crique, voilà, en dehors d'un port. François Arbelot, donc vous dirigez entre autres Notissement Finistère. François Gauthier, vous êtes le directeur adjoint de l'Agence des aires marines protégées. Alors, cette taxe fait partie de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Le texte de loi a été voté donc la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pour être clair, ce texte ne concerne pour l'instant les aires marines protégées gérées par des collectivités territoriales et les établissements publics, ce qui ne concerne en fait que 0,24% des eaux métropolitaines. Donc pour l'instant, c'est pas grand-chose. En fait, cette taxe, elle vise surtout la Corse. Et d'ailleurs, c'est un député de Haute-Corse, Paul Giacobi, qui l'a proposé. Paul Giacobi, qui est aussi le président de l'Agence des aires marines protégées. Voilà, donc pas de montant de taxe vraiment fixé. On avait entendu parler d'un plafond maximum de 20 € le mètre. C'est assez énorme auprès des plaisanciers. Et voilà, on rappelle que pour l'instant, ça ne concerne pas les plaisanciers bretons, sauf s'ils vont naviguer en Corse, par exemple. François Gauthier, quel est le problème en fait du mouillage sur le littoral et en général sur les aires marines protégées? Qu'est-ce que ça implique? Le mouillage, tout simplement, dans certains cas, ça peut impacter des habitats fragiles comme les austères, le coralligène, les posidonies. Là, je parle d'habitats, les austères chez nous en Atlantique ou les posidonies, coralligènes en Méditerranée. Donc c'est plutôt quand plus l'encre est grosse, plus ça racle le fond. Enfin, oui, clairement, un yacht de 50 mètres, parce que c'est de ça qu'on parle en Corse. Ça peut vraiment avoir un impact très fort sur du coralligène ou sur de la posidonie. Alors François Gauthier, est-ce que ça pourrait s'étendre à un moment donné aux aires comme le parc marin d'Iroise? Vous qui vous occupez de ces aires marines protégées, le parc marin, il n'est pas géré par une collectivité, donc pour l'instant, il n'est pas concerné, on est d'accord. Mais est-ce que ça pourrait s'étendre comme ça? Par exemple, 23,6% du littoral, pour rester dans les chiffres, est classé en aires marines protégées, sur toute la France. Et 10 parcs naturels doivent être créés d'ici 2020. Voilà, est-ce que ça pourrait s'étendre ailleurs que la Corse? Alors, la loi, elle concerne les aires protégées gérées par des collectivités, vous l'avez souligné, donc ce n'est pas du tout le cas des aires marines protégées en Bretagne. Nous, ce qu'on privilégie dans le parc marin ou dans les sites Natura 2000, c'est clairement les approches de concertation. Il n'y a pas vraiment de contexte qui se prêterait à une redevance dans ces aires marines protégées, comme c'est le cas en Corse. Il y a certaines situations, peut-être en Méditerranée, qui sont dans certains sites Natura 2000, où on pourrait aussi imaginer ce type de démarche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et ce n'est pas du tout prévu par la loi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gros bateaux qui viennent faire du mouillage dans le parc marin d'Iroise. Peut-être François Arbelot, vous qui connaissez bien les pratiques du nautisme dans le département. Oui, en fait, on a le parc marin et puis on a aussi les zones Natura 2000. Donc on va voir d'ailleurs une carte pendant qu'on parle où on voit bien en bleu le parc marin d'Iroise et en vert les zones protégées. Donc ces zones-là, il y a quand même du mouillage qui se fait dans les usages. Voilà, tout à fait. Et je crois que ce qu'il faut dire, c'est que on a une population de plaisanciers dans le Finistère qui est très sensibilisée aux problèmes de protection de l'environnement et qui ont des comportements, disons, respectueux. Je crois qu'il y a un travail qui est fait par les gestionnaires de ports là-dessus, par les associations de plaisanciers, par Notissement Finistère, donc vraiment pour que le comportement du plaisancier soit exemplaire sur le plan environnemental. Et je crois que tout le monde joue le jeu, et tout le monde fait attention. Et je voudrais juste dire aussi que les 27 000 plaisanciers du département sont des gens un petit peu monsieur tout le monde. Ce ne sont pas des yachts de 30 ou 50 mètres. Ce sont des petits bateaux, pour la plupart d'entre eux, entre 5 et 8 mètres. Et, ils font du cabotage, ils font de la pêche occasionnelle, des petits... Voilà, et puis c'est vrai que le soir, c'est un plaisir extraordinaire. On a 1200 km de côte, donc c'est vraiment un plaisir d'aller mouiller quelque part, boire un apéritif ou discuter avec les copains. Enfin bon, c'est une pratique qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Et, qui attire aussi le tourisme en Bretagne. Alors voilà, il y a un rôle économique, c'est-à-dire que la plaisance, c'est beaucoup de chantiers. C'est 3860 emplois équivalents temps plein dans le Finistère autour du nautisme et de la plaisance. Et puis c'est effectivement un rôle important sur le tourisme
par la terre. Les gens qui se baladent aiment bien voir des bateaux sur l'eau. Et puis, il y a toute une population qui aime bien se faire du cabotage, découvrir nos 95 ports l'un après l'autre. Donc on a compris, le Finistère est terre de plaisance. Alors, la réaction des plaisanciers bretons a été très vive. Alors, forcément, tout le monde n'a pas bien compris parce que le texte est passé plusieurs fois. Enfin, on épargne les allers-retours que ça a fait entre le Sénat et l'Assemblée. Mais ils estiment être considérés comme des vaches à lait par l'État. C'est vrai que dans le Finistère, bon, on l'a dit, hein, la plaisance est moins luxueuse qu'en Corse. Il y a même une pétition qui circule. On parle de privatisation de la mer. C'est vécu comme un impôt supplémentaire. Alors, on peut rappeler peut-être que les plaisanciers payent déjà un acte de francisation. C'est là-dessus, hein, je regardais sur les réseaux sociaux ce qui sortait, qui rapporte 37 millions d'euros par an déjà à l'État. Et c'est pas très clair, mais on l'a dit, la taxe pourrait aller jusqu'à 20 euros le mètre. C'est là-dessus, c'est le côté financier qui fâche fort parce que la plaisance a déjà des coûts d'assurance de bateau, de carburant. C'est le côté financier et aussi, je pense que les plaisanciers trouvent injuste de se sentir un peu désignés comme responsables de dégâts causés à l'environnement, parce que je crois que c'est objectivement, il y a des études qui ont été faites, hein, c'est pas vrai en fait. Les plaisanciers parmi les utilisateurs de la mer sont des gens qui posent relativement peu de problèmes. Ils font des efforts et donc c'est aussi ce côté être un peu désigné comme responsable des choses qui ne leur plaît pas, je pense. Alors Marie-Lise Lebranchu, qui est la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, a fortement soutenu ce texte et elle explique au micro de Julie Sicot que cette loi ne devrait pas s'étendre à la Bretagne. Écoutons-la. Il n'y a pas d'extension possible parce qu'il faut que ce soit une aire marine protégée gérée par l'Assemblée régionale. Notre conseil régional, nous, n'a pas pris dans ses compétences, n'a pas dans ses compétences les aires marines protégées. Et n'a pas du tout l'intention de gérer les aires marines protégées, d'y mettre des mouillages et de créer une redevance. Ça ne peut pas être au cas par cas, il faut que ce soit une aire marine protégée gérée par une collectivité territoriale et qui crée un service. Alors le service, c'est soit on mouille des corps morts, hein, pour essayer d'obliger les bateaux à aller plutôt dans le bon endroit plutôt que d'avoir des angles qui ripent sur un certain nombre de fonds marins et des abîmes. Soit on peut avoir un service comme il en existera ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui est payé par la collectivité qui va chercher les gens, qui les amène à terre. Voilà ce type de service, gestion des poubelles aussi. François Arbelot, c'est censé rassurer les plaisanciers, ce qu'on vient d'entendre ? Je crois, oui. Je pense que c'est important que la ministre exprime ça clairement parce que il y a eu beaucoup de flou autour de ce projet de loi et puis de ce qui a été voté finalement à l'Assemblée. Bon, ceci dit, il faut rester vigilant quand même et bien vérifier que ce type de dispositif, à un moment donné, ne s'étende pas d'une manière non souhaitable. Voilà. François Gauthier, quelle solution ? J'imagine qu'il y a des conversations qui se font entre justement les plaisanciers, les parcs marins, les aires protégées. Quelles solutions sont actuellement envisagées pour limiter, pour réguler le mouillage dans les aires marines protégées sans forcément en arriver à taxer les plaisanciers ? Il y a plus que des conversations, il y a beaucoup de partenariats. On a un partenariat très important en Finistère au niveau du parc d'Iroise. Il y a des solutions qui sont travailler sur des mouillages écologiques. On a pas mal de projets en Iroise d'ailleurs sur le sujet. La fréquentation, ça peut aussi se réguler en travaillant sur le partage des places de port ou des initiatives comme ça. Et puis en travaillant avec les associations pour organiser les mouillages. Comment on contrôlerait les mouillages enfin, c'est le métier de qui d'aller contrôler un petit peu les mouillages et de voir un peu où sont. Alors pour l'instant, c'est pas encore taxé, mais dans le cas où on voudrait un petit peu contrôler les mouillages, c'est qui le fait ? C'est qui les affaires maritimes ou il y a des créations de postes dans ce domaine-là ? En fait, les collectivités qui instaureront une redevance, ce sont des collectivités qui ont les moyens d'envoyer des gens sur place. C'est-à-dire qu'à Scandola ou dans les Bouches de Bonifacio, vous avez concrètement des gardes sur le terrain. D'accord, des gardes de côte, voilà. Non, c'est comme ça que ça oui, des gardes qui sont des gardes de la réserve et qui sont susceptibles d'aller sur le terrain et de s'occuper de ça. En Bretagne, quelles sont les zones qui auraient besoin d'être réglementées côté mouillage ? Je pense en particulier au Glénan, qui est en zone Natura 2000, qui n'est pas dans la zone du parc marin d'Iroise. Il y a beaucoup de plaisanciers en saison. C'est un espace assez protégé. Est-ce que dans ces zones-là, alors je voudrais le côté plaisancier puis le côté des aires marines, les deux opinions. François Arbelot, qu'est-ce que vous en pensez je pense que ce type de zones ? Il faut, pour les plaisanciers, il faut beaucoup d'informations et de sensibilisation.
Et je pense qu'ils sont très réceptifs. Hein. Donc si à un moment donné, il se trouve qu'un bateau mouille dans un herbier qui doit être protégé, par exemple, donc avec l'encre qui risque d'abîmer la faune, je pense qu'il faut le faire savoir. Il faut donc peut-être faire circuler des petites plaquettes de présentation qui avertissent le plaisancier que là, il y a quelque chose qu'il faut protéger. Et je pense que je verrais plus mettre l'accent sur ce type d'action sur la pédagogie que sur la répression. Sur la répression. François Gauthier. Oui, mais vous voyez le nombre de personnes qui pratiquent la plaisance. C'est évidemment l'information et la sensibilisation qu'il faut utiliser en premier. Vous me demandez où se trouvent les endroits. Il y en a partout. En Bretagne, le patrimoine naturel est très riche. Donc, toutes les zones où se trouvent, par exemple, des herbiers de zoster sont importantes pour ça. Et là, il faut que les gens soient informés et des pratiques respectueuses de ces habitats. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe à l'instant sport. Et Ludovic, on commence avec du tennis parce que ça y est, l'Open de Quimper est terminé. Oui, et les deux Français, Benoît Paire et Grégoire Barrère, qui ont offert du grand spectacle sur les cours de Créache-Gouenne pour cette finale de la 5e édition de l'Open de Quimper. Grégoire Barrère, on le voit à l'image, la révélation de cette semaine quimpéroise, il aura cru jusqu'au bout, mais c'est bien Benoît Paire qui s'est imposé en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4 après 1h40 de jeu, une finale de très haut niveau, 19 aces pour Benoît Paire, l'ancien numéro 24 mondial de retour de blessure et qui réintègre le top 100 grâce à cette victoire. Quant à Grégoire Barrère, on risque d'entendre à nouveau parler de lui dans les prochaines semaines. Il fait en tout cas un bond de plus de 100 places au classement ATP et pointe désormais au 320e rang. Mais vraiment une belle finale et un beau vainqueur, Benoît Paire, de retour au premier plan après une saison passée compliquée. On l'écoute tout de suite d'ailleurs suite à cette victoire. Ouais, c'est une vraie belle victoire, c'est une finale en challenger, c'est jamais facile, donc on savait que s'il était là, c'était pas par hasard, c'est qu'il a le niveau. Et il l'a montré sur cette finale, il a été très agressif, il a très bien joué. Et en tout cas, je lui souhaite vraiment bonne chance pour la suite parce qu'il a vraiment un beau jeu, un beau tennis. Où est-ce qu'on vous retrouvera dans les prochaines semaines? À Miami, mais pour l'instant, je vais me reposer 2-3 jours, profiter. Et voilà, je vais savourer un petit peu ces moments. Ça fait quand même 4 semaines d'affilée où j'enchaîne les tournois. J'ai bien joué, j'ai fait 2 finales, 2 victoires, une finale. Donc voilà, je vais profiter un petit peu de tout ça et penser à autre chose plutôt que les blessures de l'année dernière. Ça va faire du bien. Et on passe au basket. Oui, Pauline, et ça va mieux. Du côté de l'UJAP Quimper, 3e victoire consécutive. C'était samedi soir face à Bordeaux, en match avancé de la 29e journée de National 1. Les Quimpérois qui évoluaient pour la première fois avec leur nouvel américain, Jascha Blunt. On le voit ici à l'image, un ailier expérimenté de 30 ans en provenance du championnat roumain. Et pourtant, tout a très mal commencé pour les Finistériens, un premier quart-temps catastrophique au terme duquel les Bordelais s'envolaient au score 25-9. Et puis petit à petit, les Quimpérois vont retrouver de l'adresse avec notamment 21 points de leur meneur de jeu, Gary Stalens, une montée en puissance qui va se confirmer au retour des vestiaires. L'UJAP recolle au score avant de passer devant et de contenir les Bordelais dans les dernières minutes. Victoire finale 77-71 pour l'équipe d'Hugo Cancé. Victoire importante dans l'optique du maintien, même si l'UJAP reste relégable. Voilà qui promet une fin de saison tendue et palpitante sur les bords de l'Odé. Et un petit mot de volleyball maintenant, Ludovic. Match au sommet, là aussi, samedi soir, entre Quimper, 2e, et Calais, le 3e. On parle du championnat élite féminine, ce qui correspond à la 2e division française. Un match qui s'est disputé dans une ambiance surchauffée, énormément d'intensité sur le terrain entre les deux équipes. Eh bien, les Quimpéroises en noir ont concédé la première manche avant de se reprendre pour l'emporter finalement 3-7-1. Samedi prochain, nouvelle affiche avec le déplacement sur le terrain du leader Nancy. Viendront ensuite les playoffs d'accession en Ligue A, des rencontres qui auront lieu les 28 mars, 18 avril et 9 mai. On en reparlera. Ça sera des rencontres à domicile avec, on l'espère, à la clé, une remontée pour les Quimpéroises parmi l'élite. Petit mot de football pour terminer, Pauline, si vous avez le temps. Mais oui, on a tous vibré. Toujours pour le foot. On a tous vibré jeudi dernier avec les quarts de finale de la Coupe de France. Eh bien, le tirage au sort des demi-finales a lieu dimanche. Le Paris Saint-Germain recevra Saint-Etienne début avril. Alors, c'est un peu loin de chez nous. Mais Guingamp, vainqueur de Concarneau, se rendra à Auxerre.
Tombeur de Brest. Alors les Brestois sous le feu des critiques en ce moment. Ça va pas très bien du côté de Brest. Eh bien, ils ont l'occasion de redorer leur image devant leur public. Il leur faudra pour cela battre Châteauroux avant-dernier ce lundi soir. Une victoire leur permettrait de retrouver le podium de la Ligue 2. Et à noter d'ailleurs que le match Brest-Châteauroux sera diffusé sur TBO ce mardi 10 mars à 20h45. Et d'ailleurs, à ce propos, on passe au Focus Programme. Et pour ceux qui préfèrent la voile au foot, d'ailleurs c'est peut-être le cas de nos invités, enfin d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles non plus, n'est-ce pas François Arbelot? Ne manquez pas le Café de la Marine ce mardi à 18h30 et cette semaine Jimmy Pain et Gilbert Dréan reçoivent Anne-Claire Lebert et Isabelle Joschke. Regardez. Parce que déjà moi je fais du solitaire parce que le solitaire me plaît. Mais si j'avais envie de naviguer en équipage, ce ne serait pas si facile que ça d'intégrer un équipage mixte ou d'hommes. Tout simplement parce que je ne suis pas très lourde, je suis beaucoup moins puissante que la plupart de mes concurrents. Et forcément, dans un équipage, on veut tout. On veut quelqu'un qui soit super qualifié, mais qui soit super fort aussi. À part, éventuellement, à la barre. Mais à la nave. Et à la nave, bien sûr. Bien sûr, oui. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour parler de job d'été. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.